Le dernier accord résonna à travers le salon de l'hôtel L'Aurore lorsque Daniel Leroy leva les mains du piano à queue Steinway, laissant le silence s'abattre sur l'assistance comme un rideau invisible. Pendant 3 minutes et 47 secondes, personne ne bougea. Les mêmes visages qui, quelques instants auparavant, s'étaient moqués de lui. L'agent d'entretien qui avait osé toucher le piano durant la gala de bienfaisance la plus exclusive de Paris. Le fixait à présent les expressions figées entre l'étonnement et la honte. Hélène Dubois sentit le champagne aigrir dans sa bouche. PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction de France, à 42 ans, elle dirigeait les réunions avec la même froideur qu'elle utilisait pour licencier les cadres incompétents. Mais à cet instant, face à cet homme en uniforme bleu délavé qui venait d'exécuter Chopin avec une précision qui aurait fait pleurer le compositeur lui-même, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, une vulnérabilité pure. « Qui êtes-vous » La voix de Caroline Lefebvre, la critique musicale la plus redoutée de France, rompit le silence. Elle se leva de sa table, sa robe rouge de 15 000 € bruissant tandis qu'elle s'avançait vers le piano. « Je connais cette interprétation. Je vous ai déjà entendu jouer. » Daniel resta assis, les mains posées à présent sur ses cuisses. Sous la lumière des lustres en cristal de Bohême, qui valaient plus que 5 années de son salaire, il ressemblait à une statue sculptée dans la résignation. « Daniel Leroy », répondit-il simplement, la voix rauque de désuétude. Le nom frappa Caroline comme un coup de poing. « Impossible. Daniel Leroy est mort il y a 3 ans. Le pianiste prodige qui a disparu après l'accident. » Elle s'interrompit, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, c'est vous. » Marc Laurent, l'organisateur de l'événement, s'approcha, sa tablette de dernière génération à la main, les doigts déjà glissant frénétiquement sur l'écran. Daniel Leroy, vainqueur du concours international Chopin à 23 ans, considéré comme le plus grand talent français depuis Samson-François, a disparu de la scène musicale en 2021. Après, il fit une pause, déglutissant difficilement. Après avoir perdu son épouse Anaïs et sa fille Clara, âgée de 5 ans, dans un accident de voiture. Hélène sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait cette douleur. Non pas la même, mais sa cousine. La solitude qui habite les appartements de 300 mètres carrés avec vue sur le skyline parisien, mais qu'aucune superficie ne peut combler. Pourquoi travaillez-vous ici ? Antoine Fournier, avocat de l'élite parisienne, rompit le silence grandissant. En tant qu'agent d'entretien, Daniel se leva finalement, son 1,80 m paraissant plus petit sous le poids invisible qu'il portait. Parce que les pianos ne posent pas de questions. Ils attendent juste d'être nettoyés. Et parfois, il regarda les touches, parfois, il me laisse me souvenir sans que cela fasse trop mal. Hélène Dubois fit un pas en avant, sa robe de créateur noir effleurant le marbre de Carrare. « La proposition que j'ai faite plus tôt, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans le vaste salon où 200 des âmes les plus fortunées et influentes de Paris observaient comme les spectateurs d'une tragédie inconcevable. « Sur le licenciement de quiconque oserait toucher ce piano. Je la retire. » « Non. » Daniel la fixa pour la première fois. Hélène discerna dans ses yeux noisettes un abîme qu'elle reconnaît, miroir intime de sa propre solitude. « Vous l'avez prononcé devant tous. Quiconque autorise ou exécute un tel acte sera immédiatement licencié et ne travaillera plus jamais dans aucune entreprise que je pourrais influencer. » Il répéta ces paroles avec une précision chirurgicale, un scalpel verbal. « J'ai joué. Tenez votre parole. » Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Hélène Dubois avait formulé une autre promesse cette nuit-là, murmurée à Marc Laurent quelques minutes auparavant, lorsqu'ils avaient parié sur cet employé insolent. Celui qui parviendrait à transformer l'humiliation en triomphe pourrait exiger n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Et Daniel, sans le savoir, venait de remporter un pari de 50 millions d'euros. 6 heures plus tôt, Daniel Leroy poussait son chariot de nettoyage à travers les couloirs de marbre de l'hôtel L'Aurore.
le grincement familier de la roue gauche scandant son rythme, tel un métronome désaccordé, écho de sa propre existence brisée. 3 ans. 3 années s'étaient écoulées depuis que son existence avait été réduite à un avant et un après, scindé par un appel téléphonique à 23h47, un vendredi pluvieux. Il se souvenait encore de l'instant précis. Il était à Paris, venait d'achever un concert au Théâtre des Champs-Élysées. Le public l'avait ovationné pendant 15 minutes, une marée d'applaudissements qui portait son génie. Anaïs avait appelé, euphorique, lui annonçant qu'elle et Clara réussiraient à prendre le vol plus tôt, qu'elle serait avec lui dans 12 heures au lieu de 24. « Papa, maman a dit qu'on allait te faire un câlin d'ours. » La voix de Clara, 5 ans de pure lumière, avait empli la chambre d'hôtel, promesse d'un bonheur éphémère. Le taxi qui les conduisait à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle n'était jamais arrivé à destination. Un camion fou, son chauffeur endormi au volant après 20 heures de route ininterrompue. Anaïs était morte sur le coup. Clara avait survécu 3 heures, un laps de temps à peine suffisant pour que Daniel prenne un vol désespéré. Suffisant pour qu'il tienne sa petite main une dernière fois, mais tragiquement insuffisant pour l'ombre d'un miracle. Après cela, le piano était devenu poison. Chaque note ramenait le spectre de leur présence, Anaïs tourbillonnant dans le salon pendant qu'il répétait, Clara tentant d'atteindre les touches avec ses petits doigts potelés. Il avait tout vendu, avait accepté le premier emploi qui n'exigeait aucune question sur son passé, et s'était fondu dans l'anonymat du nettoyage nocturne. L'hôtel L'Aurore était son domaine depuis 6 mois. Normalement, des événements tels que le gala d'Hélène Dubois ne signifiaient qu'un surcroît de verre en cristal à laver, davantage de serviettes en lin à ramasser, mais cette nuit-là, quelque chose avait changé, un souffle imprévu. Il se trouvait dans le salon annexe, polissant les miroirs vénitiens, lorsqu'il entendit. L'un des serveurs, Julien Petit, 22 ans, et l'âme emplie de rêves encore fragiles, était assis au piano, ses doigts hésitants effleurant les touches. La mélodie était simple, presque enfantine, mais elle portait en elle une pureté qui résonnait. « Ne touchez pas à ça, gamin !» La voix d'Hélène Dubois transperça l'air tel un couteau aiguisé. Elle était apparue pour superviser les derniers préparatifs. Le claquement de ses talons loup-boutins sur le marbre de Carrare, résonnant comme des coups de semonce. Savez-vous la valeur de cet instrument ? 300 000 €. 10 ans de votre salaire ne suffiraient pas à réparer la moindre éraflure. Julien se releva, tremblant, marmonnant des excuses incohérentes. Hélène poursuivit, sa voix montant en une crescendo d'autorité froide. D'ailleurs, que cela soit clair pour toute l'équipe, quiconque touchera ce piano sera renvoyé sur le champ. Quiconque l'autorisera sera renvoyé. Vous êtes ici pour servir, pas pour prétendre appartenir à ce monde. Daniel vit le visage de Julien s'effondrer. Il vit les rêves mourir dans les yeux de ce jeune homme. Et pour la première fois en 3 ans, il sentit autre chose que l'engourdissement qui le rongeait. Il sentit la colère. Une colère nette, dure, acérée et enfin dirigée. Depuis le salon principal, des voix et des rires parvenaient, étouffés, presque irréels. L'élite parisienne, dans sa performance habituelle, le pouvoir, l'argent, les connexions, tout mesuré et pesé comme de simples marchandises. Hélène regagna son royaume, laissant derrière elle le sillage capiteux de son parfum de luxe à 5 000 € le flacon et le goût amer de l'humiliation. Daniel attendit. Il attendit le moment précis où le maître de cérémonie annoncerait les remerciements finaux. Il attendit d'être certain qu'Hélène serait à sa table principale, entourée de ses pairs. Puis, il s'avança vers le salon principal, toujours dans son uniforme d'agent d'entretien, et s'assit au piano. Les conversations s'interrompirent, comme si un geste invisible avait coupé le son. 200 paires d'yeux se tournèrent vers lui, fixes. Hélène se leva à moitié,
son visage une véritable masque de fureur contenue. « Sécurité !» ordonna-t-elle, la voix sifflante. Mais avant que quiconque n'eût pu esquisser le moindre mouvement, Daniel Leroy toucha la première note. Chopin, ballade numéro 1 en sol mineur. La même pièce qu'il avait jouée pour Anaïs la nuit où il l'avait demandée en mariage. La même que Clara réclamait avant de s'endormir, l'appelant sa musique de princesse. Et tandis que ses doigts dansaient sur les touches, retrouvant chaque mouvement avec une précision musculaire que 3 années de silence n'avaient pu effacer, Daniel Leroy renaissait. Non pas comme le prodige qu'il avait été, non pas comme le veuf qu'il était devenu, mais comme quelque chose de nouveau, quelqu'un qui avait choisi de briser son propre silence pour défendre le rêve d'un jeune homme qu'il connaissait à peine. Quelqu'un qu'Hélène Dubois, dans sa tour de pouvoir et de solitude, n'aurait jamais imaginé rencontrer. La révélation de ce pari s'abattit sur le salon, telle une bombe à fragmentation émotionnelle. Marc Laurent, l'organisateur d'événements toujours aussi calculateur, ne pouvait dissimuler le sourire nerveux qui crispait ses lèvres tandis qu'il en expliquait les termes à l'assistance stupéfaite. Hélène a misé 50 millions d'euros sur le fait que personne ne parviendrait à transformer son humiliation publique en triomphe. Techniquement, Daniel a gagné. « C'est ridicule », protesta Hélène. Mais sa voix avait perdu son tranchant d'acier. Quelque chose dans le regard de Daniel, non pas de la haine ou de la cupidité, mais une compréhension troublante, la désarmait. C'était une plaisanterie entre nous, Marc, pas un contrat. Antoine Fournier, l'avocat, s'éclaircit la gorge. Ses 40 années d'expérience en droit des sociétés sentaient le sang dans l'eau. À vrai dire, Hélène, compte tenu des témoins présents et de la somme en jeu, votre déclaration verbale pourrait être considérée comme contraignante. D'autant plus que vous-même en avez publiquement établi les conditions. Je ne veux pas l'argent. La voix de Daniel trancha net la discussion. Il se tenait toujours près du piano, une silhouette incongrue dans son uniforme bleu au milieu des robes de soirée et des smokings. Mais je veux quelque chose. Hélène croisa les bras, sa posture défensive dissimulant à peine sa curiosité. Que voulez-vous alors? 1 mois. Pardon? 1 mois de votre vie. Non pas en tant que PDG, non pas en tant qu'Hélène Dubois, l'intouchable, mais en tant que quelqu'un de réel, habitant là où j'habite, vivant comme je vis. Rencontrant les personnes que vous considérez comme invisibles. Le silence qui s'ensuivit fut si dense qu'il semblait avoir sa propre masse. Caroline Lefebvre fut la première à réagir, un rire incrédule s'échappant de ses lèvres peintes de rouge. Vous proposez qu'Hélène Dubois, la femme qui a congédié son propre père du conseil d'administration de l'entreprise, vive. Où vivez-vous au juste? Dans le 18e arrondissement, un appartement de 45 mètres carrés, partagé avec 2 autres locataires. Daniel ne détourna pas le regard d'Hélène. Vous avez dit que les gens comme moi n'appartiennent pas à ce monde. Je vous propose de découvrir à quel monde vous appartenez réellement. Hélène sentit la chaleur lui monter au cou. Autour d'elle, elle pouvait entendre les murmures, les rires à peine contenus. Sa réputation, bâtie sur 2 décennies de décisions implacables et une armure d'indifférence, vacillait dangereusement. Et si je refuse? Alors, vous aurez publiquement menti au sujet d'un pari de 50 millions d'euros. J'imagine que les médias adoreraient cette histoire. La PDG milliardaire refuse d'honorer un pari avec un agent d'entretien veuf. Daniel fit une pause calculée. Ou vous pouvez accepter et transformer cela en un récit sous votre contrôle. Hélène Dubois accepte le défi de vivre comme une Parisienne ordinaire pendant 1 mois. J'imagine que votre service de presse préférerait la seconde option. Camille Roussel, l'assistante personnelle d'Hélène, tapait déjà frénétiquement sur son téléphone portable, calculant probablement l'impact dévastateur sur les réseaux sociaux. Elle murmura quelque chose à l'oreille d'Hélène, qui ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait un refuge éphémère avant d'affronter l'inévitable. Lorsqu'Hélène les rouvrit,
il y avait quelque chose de différent en eux. Une étincelle qui pouvait être de la rage, une colère froide et impériale, ou, étrangement, de l'intérêt. Une semaine, un mois, 2 semaines, un mois, où je joue un autre morceau sur le champ et raconte toute l'histoire à Caroline Lefebvre pour qu'elle la publie dans sa chronique demain. Daniel posa de nouveau ses mains sur les touches, une menace silencieuse et musicale planant sur l'assemblée. « Vous me faites du chantage ? Je négocie, vous n'êtes pas la seule à savoir le faire. » Hélène jeta un regard circulaire. Tous attendaient sa réponse, les puissants, les influents, ceux qui, dès le lendemain, propageraient cette histoire à travers tout Paris. Elle songea à son appartement désespérément vide au sommet de l'immeuble le plus cher de la ville, aux 3 bouteilles de vin qu'elle boirait seule en rentrant chez elle, au silence écrasant qui l'attendait. « J'accepte !» Les mots jaillirent avant qu'elle ne pût les retenir. Une reddition inattendue. 1 mois, à partir de demain. Daniel acquiesça, une ombre, qui aurait pu être un sourire, effleurant son visage. Demain, 7 heures du matin. L'adresse est rue des Poissonniers, 145, appartement 34, septembre 5 18 Paris. Apportez des vêtements simples. Là où nous allons, Prada n'est pas la bienvenue. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil, sa voix se voilant soudainement. « Ah, et Hélène ? Le nom du morceau que j'ai joué est la ballade numéro 1 de Chopin. C'était la dernière chose que ma fille avait entendue avant de s'endormir. Elle avait 5 ans. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant une douleur qui refusait de s'éteindre. 5 ans, et elle adorait les tournesols. Anaïs, ma femme, plantait des tournesols sur notre balcon, parce que Clara disait qu'il lui souriait. Et puis il s'en alla, laissant derrière lui une audience sous le choc, et Hélène Dubois, confrontée, pour la première fois depuis des années, à la perspective de ne plus maîtriser les événements. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que ce n'était là que le commencement. Car parfois, les plus grandes transformations ne débutent pas par des promesses d'amour ou des gestes grandioses, mais par 2 cœurs brisés, reconnaissant la même fréquence de douleur. Et décidant, contre toute attente, de raisonner à l'unisson. Le matin suivant arriva, gris et humide, la brume parisienne peignant la ville dans une aquarelle délavée. Hélène Dubois se tenait immobile devant l'immeuble de 3 étages, dans le 18e arrondissement, sa valise Louis Vuitton paraissant absurdement déplacée sur le trottoir fissuré. Elle avait dormi 2 heures, passé 3 autres à instruire Camille Roussel sur la gestion de l'entreprise, et une de plus à choisir les vêtements les plus simples qu'elle possédait, qui incluaient malgré tout un t-shirt de 300 €. Daniel ouvrit la porte de l'appartement, portant des baskets usées et un t-shirt du Paris Saint-Germain. Un instant, ils se firent face, 2 étrangers unis par un Paris insensé et un instant de musique transcendante. « Entrez », dit-il simplement. L'appartement, confiné, aurait pu tenir dans le dressing d'Hélène. La pièce de vie, salon et cuisine américaine s'entremêlaient, était meublée d'éléments manifestement glanés à travers les époques et les existences. Pourtant, une propreté immaculée y régnait et s'en dégageait une atmosphère étrangement réconfortante. Sur les murs, loin des œuvres d'art cotées qu'elle connaissait, des photographies logées dans de simples cadres narraient des vies passées. Hélène y reconnut un Daniel plus jeune, l'éclat d'un sourire authentique sur les lèvres, aux côtés d'une femme brune, aux yeux verts et d'une enfant, réplique miniature de sa mère. Anaïs et Clara, confirma Daniel, suivant son regard ému. Je n'ai pas pu les ranger. J'ai essayé, mais un haussement d'épaules, presque imperceptible, trahissait l'étendue de sa peine. Un café ? Tandis qu'il préparait le café sur la gazinière, une gazinière, non pas une machine expresso à 5 000 €, Hélène explorait discrètement l'espace. Des partitions s'amoncelaient dans un coin, la poussière témoin silencieux de leur abandon. Un clavier électronique bon marché reposait contre le mur, lui aussi immaculé de tout contact. Et sur une étagère trônait un unique trophée,
Concours international Chopin, premier prix, 2018. Avez-vous cessé complètement? Demanda-t-elle, acceptant la tasse de café. Il était corsé, sans fioriture et étonnamment savoureux. Un temps, j'ai cru que j'avais cessé pour toujours, confia Daniel, s'asseyant sur le canapé rapiécé. Mais la musique est comme la respiration. On peut retenir son souffle un moment, mais inéluctablement. On suffoque ou on respire. Exactement. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas pesant, ce qui étonna Hélène. Elle, dont chaque instant était saturé d'appels, de réunions, de décisions, découvrait qu'elle pouvait simplement exister. Les règles, commença Daniel. Vous travaillerez avec moi. Le service de nettoyage, à l'Aurore, de 15h à 23h, au SMIC, en transport en commun. Vous ferez la connaissance de mes collègues, de ma vie, de mon monde. Et qui gagnez-vous? Daniel l'étudia longuement. Peut-être rien. Peut-être la confirmation que des êtres tels que vous ne changent jamais. Ou peut-être. Il marqua une pause, un abîme dans ses yeux. Peut-être découvrirai-je qu'il subsiste encore quelque chose en moi au-delà du deuil et de la colère. À 14h30, Hélène revêtait l'uniforme bleu de l'équipe de nettoyage de l'hôtel. Le badge, affichant son véritable nom, elle avait résolument refusé d'employer un pseudonyme, pendait à son cou tel un fardeau, une chaîne d'authenticité forcée. Dans le bus bondé en direction de l'hôtel, pressée entre des travailleurs aux traits fatigués, elle connut son premier instant de panique suffocante. Que diable était-elle en train de faire? Mais son regard croisa celui de Daniel, qui l'observait, non avec une satisfaction sadique, mais avec une curiosité empreinte de gravité. Comme si elle représentait une énigme qu'il s'efforçait de déchiffrer. Le service fut brutal. Ses mains, coutumières des signatures de contrats mirobolants, récuraient désormais des toilettes en marbre de Carrare. Ses pieds, accoutumés au louboutin, hurlaient leur supplice à l'intérieur de vulgaires chaussures de sécurité. Mais le plus insupportable n'était pas la souffrance physique. C'était l'invisibilité. Ces visages familiers, qui naguère l'eussent comblée d'adulation lors de dizaines d'événements mondains, la traversaient désormais du regard, sans même une once de reconnaissance. Des serveurs la bousculaient sans un mot d'excuse. Un autre renversa du vin sur son uniforme, ne daignant même pas reconnaître son existence. « Maintenant, vous comprenez », lui dit Rose Dupuis, une collègue d'une 60aine d'années, tandis qu'elle partageait une collation de 15 minutes. Pour eux, nous sommes des fantômes, nécessaires mais invisibles. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit la 3e nuit. Hélène nettoyait le salon, où, 72 heures plus tôt à peine, elle avait humilié Julien, lorsqu'elle entendit de la musique émaner du piano. C'était Daniel, jouant une mélodie douce, mélancolique. D'autres employés commencèrent à s'approcher. Rose, Julien, Marie, Pierre, tels des papillons, attirés par la lumière. « Joue la bohème !» demanda Marie, et Daniel joua, non pas la version classique, mais un arrangement qu'il improvisa sur l'instant, transformant le chant populaire en quelque chose qui évoquait Chopin rencontrant l'âme des faubourgs parisiens. Bientôt, Rose se mit à chanter, sa voix fatiguée mais douce, résonnant dans le salon vide. Hélène observa, quelque chose se brisant et se reconstruisant en elle. C'étaient les invisibles qu'elle n'avait jamais vus. Des gens avec des histoires, des rêves, des peines, des joies. Et Daniel, au centre, non pas comme le prodige perdu ou le veuf brisé, mais comme le chef d'orchestre improvisé d'un ensemble de rêves oubliés. « Vous jouez ?» demanda Daniel soudain, levant les yeux vers elle. « Non. Enfin, j'ai pris des cours enfant, mais... Asseyez-vous ici. » Il lui fit de la place sur le banc du piano. Et là, devant des collègues qui, en 3 jours, étaient devenus plus réels pour elle que 20 années de réseautage corporatif, Hélène Dubois posa ses doigts sur les touches. Daniel guida ses mains, lui enseignant des accords simples. Et quand elle parvint à jouer les premières mesures de « Joyeux anniversaire », c'était l'anniversaire de Rose.
Tous applaudirent comme si elle avait exécuté un concert à la Philharmonie de Paris. Cette nuit-là, dans le bus du retour, Hélène posa sa tête sur l'épaule de Daniel sans y penser. Il ne s'écarta pas, et l'espace d'un instant, deux cœurs là battirent au même rythme, trouvant dans la musique et dans cette connexion improbable un chemin qu'aucun des deux ne s'attendait à emprunter. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Léa Dubois, la sœur cadette d'Hélène, les observait depuis une voiture noire stationnée de l'autre côté de la rue, et qu'elle portait un secret qui pouvait tout détruire, ou finalement les libérer tous deux. La révélation survint la 2e semaine. Léa Dubois, sœur d'Hélène, apparut à l'appartement, le visage pâle de culpabilité. En apercevant Daniel, elle faillit s'évanouir. « Mon Dieu, vous êtes Daniel Leroy !» Sa voix trembla. « L'accident. Anaïs et Clara. Le chauffeur du camion était mon ex-mari, Rémi Fauré. » Le silence fut dévastateur. Hélène serra la main de Daniel, le sentant trembler de rage. Il conduisait depuis 20 heures d'affilée parce que j'avais exigé qu'il revienne cette nuit-là pour signer le divorce, confessa Léa entre deux sanglots qui brisaient l'air lourd. J'ai payé pour tout étouffer. La culpabilité a failli me tuer. 3 tentatives de suicide que nous avons gardées secrètes, enfouies sous le silence écrasant de la honte. Daniel se leva, une fureur glaciale traversant son regard, prêt à l'expulser de sa présence, mais Léa, d'un geste lent et déterminé, tira une enveloppe froissée de son sac. Anaïs a survécu quelques heures. J'étais à l'hôpital. Elle a écrit ceci, avec des mains tremblantes, des mains qui jadis avaient fait vibrer les salles de concert les plus prestigieuses. Daniel lut l'écriture faible et presque effacée d'Anaïs. « Daniel, mon amour, ne laisse pas la musique mourir avec nous. Clara veut que tu joues pour d'autres enfants. Je pardonne au chauffeur. Pardonne-lui toi aussi. Vis, aime, joue, pour nous. » Un sanglot primitif s'échappa de sa gorge. Un hurlement silencieux qui résonnait du gouffre de 3 années de douleur contenue, éclatant dans un déchirement insoutenable. Hélène l'étreignit sans un mot, offrant un ancrage dans la tempête de son chagrin, tandis qu'il s'effondrait contre elle. « Je ne peux pas pardonner encore », murmura-t-il finalement, la voix brisée par l'écho des mots d'Anaïs. Mais si Anaïs a pu, peut-être un jour. L'ombre d'une lueur, fragile et incertaine, se fraya un chemin à travers l'obscurité de son deuil. Les dernières semaines furent celles de la transformation, une métamorphose silencieuse mais profonde. Hélène réforma les politiques de l'Aurore avec une détermination nouvelle, salaire décent, fin des humiliations insidieuses qui érodaient la dignité, reconnaissance des invisibles qui maintenaient l'éclat de l'autel. Daniel, quant à lui, retrouva les mélodies de l'espoir, allant jouer dans les hôpitaux et les écoles publiques, semant des graines de joie dans des cœurs oubliés. Le dernier jour du mois, dans le même salon luxueux de l'hôtel, une assemblée inattendue se réunit. Employés, habitants modestes du 18e arrondissement, enfants aux yeux émerveillés venus des hôpitaux. Hélène, vêtue de l'uniforme bleu qui était devenu sa seconde peau, non plus un déguisement, mais un symbole de son appartenance, présenta Daniel. Il joua Tournesol sur l'asphalte, une composition personnelle qui racontait la découverte de la beauté et de la résilience dans les lieux les plus improbables. La musique commença, mélancolique comme un souvenir lointain. Puis, graduellement, elle fleurit en une espérance vibrante et lumineuse. Hélène se joignit à lui, ses doigts hésitants mais sincères, trouvant les accords simples qu'elle avait appris. Ce n'était pas parfait, non, mais c'était vrai. Un témoignage éloquent d'une connexion au-delà des mots. L'ovation fut immédiate, spontanée, chargée d'une émotion palpable. Rose pleurait à chaudes larmes, un fleuve de soulagement et de fierté. Julien applaudissait frénétiquement, ses rêves retrouvant un écho dans cette symphonie. Léa souriait à travers ses propres larmes, comprenant enfin que le pardon, à l'image des tournesols, exigeait du temps pour s'épanouir. 1 an plus tard, le centre culturel Anaïs et Clara ouvrait ses portes dans le 18e arrondissement,
offrant de la musique gratuite aux enfants défavorisés. Un sanctuaire où les mélodies pouvaient enfin s'élever. Daniel y jouait, souvent aux côtés de petits pianistes aux doigts maladroits, mais au cœur ardent. Hélène, portant désormais une alliance simple avec une note musicale gravée, dirigeait une entreprise transformée, dont les valeurs s'alignaient désormais avec une humanité retrouvée. Léa coordonnait le programme de bourse, transformant la culpabilité dévorante en un dessin lumineux. 2 ans après cette nuit mémorable à l'Aurore, Daniel retrouva les scènes professionnelles, non plus comme le prodige brisé, mais comme un homme renaissant de ses cendres, dont chaque note portait le poids de l'expérience et la légèreté du pardon. Hélène jouait à ses côtés parfois, prouvant que l'amour n'exige pas la perfection, mais seulement le courage d'être vulnérable, de se laisser porter par la mélodie de l'autre. Sur le mur du centre, une plaque, simple et éloquente, rappelait à tous, à Anaïs et Clara, qui ont enseigné que la musique perdure, et à tous les invisibles qui portent des symphonies dans leur cœur. La musique ne s'était jamais tue. Elle attendait seulement le moment propice pour renaître.